Vous faites partie des candidats qui, pendant de longues années, ont exprimé une forme d'admiration pour Vladimir Poutine. Est-ce que vous condamnez, en des termes très clairs, l'invasion de l'Ukraine? Et en termes de mots, de vocabulaire et de grammaire, est-ce qu'à vos yeux, Vladimir Poutine est-il un dictateur? Alors, j'ai condamné dès le début, évidemment, 1000 fois et de la manière la plus claire qui soit, cette invasion de l'Ukraine, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que quand je défends la souveraineté de la France, je défends en réalité la souveraineté de l'ensemble des pays du monde. Et j'ai une forme de cohérence parce que j'avais également dénoncé l'envahissement de l'Irak par les États-Unis à l'époque et la guerre qui avait été déclenchée en Irak. Donc moi, je suis pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et je suis évidemment pour la défense de leur intégrité territoriale. Donc je n'ai aucune ambiguïté sur la condamnation que je porte sur la guerre qui est menée actuellement par Vladimir Poutine à l'Ukraine. Vladimir Poutine qui est un autocrate, très clairement. De la même manière, oui, mais bien sûr. Mais si vous voulez, on pourrait d'ailleurs accoler ce terme également aux dirigeants de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Chine. Qu'est-ce qui lui manque? De la Chine, bien sûr. Marine Le Pen, que manque-t-il à Vladimir Poutine pour être, au sens du petit Robert, un dictionnaire, un dictateur? Est-ce qu'il faut qu'il réprime plus les manifestations, qu'il emprisonne plus de journalistes, qu'il ferme plus de radios, de télévision, qu'il truque plus les élections? Comme la Chine, le monde est plein de gens, vous savez, qui ne respectent pas la démocratie. Et croyez-moi que je ne m'en réjouis pas. Mais pourquoi rechignez-vous à utiliser le mot de dictateur? C'est ce qui doit intriguer les Français ce soir. C'est pas ça, c'est que si vous voulez, moi j'ai un président de la République, pardon, il n'est pas de ma chapelle, mais j'ai un président de la République qui est en train d'essayer de négocier la paix, qui est en pleine diplomatie. Je ne suis pas sûr que l'espèce de tendance actuelle qui consiste à utiliser des mots qui sont de plus en plus brutaux, des menaces de plus en plus claires, soit susceptible de permettre la paix. Moi, mon obsession, c'est la paix. Voyez-vous? Parce que mon angoisse, je suis désolée de vous le dire, c'est que la France soit engagée contre sa volonté, peut-être par un effet mécanique d'alliance, dans une guerre qui mettrait notre pays directement dans un conflit de haute intensité. Je veux protéger les Français de cela. De la même manière que je veux protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire je veux les protéger des conséquences de décisions qui m'apparaîtraient irresponsables parce qu'elles auraient un effet direct sur l'économie de notre pays, sur les entreprises de notre pays et donc sur l'emploi dans notre pays et évidemment sur le pouvoir d'achat qui déjà est très largement entamé depuis le mois de septembre. Je vous le rappelle tout de même. Vous dites que vous êtes contre les sanctions les plus dures contre la Russie, précisément pour les raisons que vous venez de dénoncer, et qu'il n'y a qu'une solution diplomatique finalement. Face à Vladimir Poutine, avez-vous l'impression que la diplomatie pourrait changer les choses? Avez-vous la recette que personne n'a encore trouvée? Non mais d'accord, mais enfin ça fait 10 jours, 15 jours si vous voulez, pardon. 19 jours. De toute façon, il n'y a pas 50 possibilités. La diplomatie est-il un langage qu'il peut comprendre? Ou la guerre ou la diplomatie. Donc oui, à l'évidence, il faut continuer les efforts diplomatiques. Et d'ailleurs, encore une fois, le président Emmanuel Macron le fait. Il multiplie les efforts diplomatiques. Et si il ça n'est pas le seul. Et si ça Israël le fait. Les Allemands également sont à la manœuvre. Donc on peut tout de même espérer que sous les pressions des sanctions qui sont actuellement mises en œuvre, il y en a quand même de 24 sortes différentes. Contre lesquelles vous êtes pour la plupart? Vous ne vouliez pas des sanctions les plus dures, de la sortie du système international bancaire, par exemple. Vous étiez contre. Madame, ce que je ne veux pas, c'est que le prix du gaz soit multiplié par 8. C'est que le prix du pétrole soit multiplié par 2. Ce que je ne veux pas, c'est que le prix de l'électricité, qui est attaché au prix indexé sur le prix du gaz, augmente d'autant. Ce que je ne souhaite pas, c'est que les Français se fassent harakiri au motif de sanctions décidées par nos dirigeants et qui, en réalité, ne s'attacheraient pas à la vie quotidienne de nos compatriotes. Moi, mon obsession, encore une fois, c'est aussi la protection des Français. Je ne veux pas qu'ils perdent leur emploi, je ne veux pas que leurs entreprises fassent faillite, je ne veux pas qu'ils se retrouvent avec l'incapacité de se chauffer, l'incapacité de se nourrir ou l'incapacité de prendre leur voiture pour aller travailler. Se nourrir, pourquoi je dis ça? Parce que les conséquences également de l'exclusion de SWIFT, du système SWIFT, aurait aussi pour conséquence les problèmes des engrais. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus importer d'engrais
Or, je suis navrée de vous dire que si nos agriculteurs ne peuvent pas utiliser des engrais, eh bien, la production française va s'effondrer. Et si la production française s'effondre, eh bien, il va y avoir une augmentation des prix de l'alimentation. Et de la même manière, Madame Coudray, quelque chose auquel parfois on n'a pas pensé, c'est que la Russie et l'Ukraine représentent à eux deux les deux plus gros producteurs mondiaux de blé. Si on empêche l'exportation de ce blé, alors c'est l'ensemble des pays du Maghreb, ainsi que l'Égypte, qui vont se retrouver privés de nourriture. On risque évidemment des émeutes de la faim. Et ces émeutes de la faim, comme on en a connu en 2008, peut-être même pire, pourraient entraîner évidemment des flux migratoires importants et poseraient directement un problème pour notre pays. Je ne suis pas sûre qu'on soit prêt à accueillir, encore une fois, l'ensemble des gens qu'on aurait privé en quelque sorte de la possibilité de se nourrir par des décisions qui seraient irresponsables. Donc toutes les autres sanctions, oui, contre les oligarques, contre tout ce que vous voulez, oui, mais pas qui mettent en cause notre économie et qui ait sur notre économie des conséquences qui pourraient être 100 fois pires que la pandémie. Vous voyez, ça, je ne le veux pas. Marine Le Pen, vous êtes pour la sortie de la France de tous les programmes d'armement européens. Est-ce qu'il faut en déduire que vous pensez que la France peut se débrouiller toute seule, se défendre toute seule, s'armer toute seule et financer toute seule sa défense tous azimuts? Alors pardon, mais pour l'instant c'est un peu le cas. Hein. Excusez-moi, mais d'ailleurs cette guerre en Ukraine, elle a révélé une chose, c'est qu'en réalité on est les seuls à avoir véritablement une armée. On n'a pas besoin d'alliés. Nous sommes les seuls. Les Allemands nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas d'armée. Bon, donc nous sommes les seuls à avoir une dissuasion nucléaire. Et Dieu merci, cette dissuasion nucléaire, nous l'avons conservée. Les Britanniques. Dieu merci, parce que j'ai lu dans un livre là récemment que lorsque Emmanuel Macron, par exemple, était à la commission Attali, il avait envisagé de supprimer la dissuasion nucléaire en disant ça ne sert à rien, les Allemands n'en ont pas. Bon, heureusement, nous en avons une et je tiens évidemment à la conserver. Vous, Présidente, vous augmenterez le budget de la Défense, par exemple? Oui. Oui, je l'augmenterai à 55 milliards, parce qu'aujourd'hui, notre armée est à l'os. Alors certes, on a augmenté un petit peu le budget, mais en réalité, on a augmenté un peu le budget, mais pour rattraper des défaillances très lourdes de munitions, de remplacement de matériel et également de nos armées. Mais merci de parler de nos armées, parce que ça me permet de rappeler tout de même à ceux qui nous écoutent qu'il y a plus de 3000 soldats qui sont actuellement au Mali, qui se battent, qui se sont battus seuls, pour le coup, qui n'ont pas été aidés financièrement. L'Union européenne, par exemple, ne nous a pas apporté d'aide financière, alors que nous défendions non seulement la France, mais je crois l'ensemble de l'Europe. On peut se passer des Américains au groupe armé terroriste. Au Sahel, ils nous aident beaucoup au niveau des renseignements. On ne va pas se passer des Américains, c'est la raison pour laquelle moi je ne souhaite pas sortir de l'OTAN. Je souhaite sortir du commandement intégré de l'OTAN. Mais très honnêtement, sur l'armée européenne, on peut s'interroger. Parce que vient de décider l'Allemagne? Parce que si vous voulez, l'armée européenne, c'est aussi l'idée qu'il y a une coopération entre les pays européens. On pourrait s'attendre à ce que l'Allemagne, par exemple, décide d'acheter, des avions français. Eh bien non, elle achète des avions américains. Bon, donc il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais je crois que la France doit avoir une autonomie, doit avoir une indépendance, tout en restant dans le traité transatlantique, mais doit avoir la capacité aussi de pouvoir se défendre. S'il faut se défendre et se défendre mieux, la France doit-elle construire un deuxième porte-avions nucléaire? Oui, éventuellement, pas pour, à mon avis. Enfin, moi, je ne l'ai pas envisagé pour le premier quinquennat, peut-être pour le deuxième. Alors, vous avez parlé de la souveraineté énergétique et de notre dépendance au pétrole et au gaz russe. Vous prenez-vous une relance très claire du programme nucléaire et vous êtes même prête à rouvrir la centrale de Fessenheim? Oui, si c'est encore possible. Je crois que c'est encore possible, avant la fin avant l'élection présidentielle. Ce que je veux dire, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, il y a eu des fautes politiques, des erreurs stratégiques assez lourdes. Au début du mandat, Emmanuel Macron, par exemple, souhaitait la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Il a fermé Fessenheim, il a arrêté Astrid. Et aujourd'hui, c'est le programme de gestion des déchets. On se rend compte qu'en réalité, le nucléaire est le meilleur moyen en même temps d'avoir une énergie à bas coût, en même temps d'avoir une énergie décarbonée et en même temps de ne pas dépendre du gaz et accessoirement du charbon, parce qu'Emmanuel Macron a doublé la production de charbon, ce qui n'est quand même pas un très très grand progrès sur le plan environnemental. Donc moi, je souhaite faire un grand plan de relance du nucléaire.
Je souhaite également investir dans l'hydroélectricité, hein, qui a fait partie de notre mix de manière historique, et également dans l'hydrogène. Ça fait 20 ans que je réclame que nous investissions dans l'hydrogène, parce que c'est là encore une énergie qui est une énergie tout à fait propre et qui permet aux Français, parce que l'intérêt, c'est quoi dans tout ça? L'intérêt, c'est que vous ayez une énergie à très bas coût. C'est ça qu'a construit le général de Gaulle. C'est permettre à la France d'avoir une énergie à bas coût. Or, aujourd'hui, nous avons une énergie très chère. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans le marché européen de l'électricité et que ce marché européen fait que les prix ne sont pas fixés en fonction de la production française, mais en fonction, en réalité, des choix qui sont faits par l'ensemble des pays en Europe. L'énergie nucléaire, construire de nouvelles centrales, de l'avis de tous, ça prend 15 ans. En attendant, si vous êtes élu président de la République, vous voulez démonter les éoliennes. On sait que vous n'êtes pas très favorable aux éoliennes. Vous voulez les démonter. Vous êtes la seule des 8 candidats présents ce soir à vouloir démonter, scier à la base les 8000 éoliennes qui sont construites en France. Une commission vient de faire une étude, ça coûte 120 000 euros par éolienne, soit 1 milliard. Est-ce que vous allez dépenser 1 milliard d'argent public pour détruire les éoliennes? D'abord, la manière dont vous vous présentez est un tout petit peu caricaturale. D'abord, permettez-moi vous ne les mettez pas à l'arrêt. D'abord, permettez-moi de vous dire que je vais prolonger la vie des centrales nucléaires d'une vingtaine d'années. On sait que c'est parfaitement possible et ça nous permettra évidemment de gagner du temps. Deuxièmement, je lancerai un grand projet pour construire une paire d'EPR par an à partir de 2030. Et ce que j'ai dit, c'est que je gèlerai l'intégralité des chantiers actuellement d'éoliennes, qui vont coûter une fortune. Par exemple, je vous donne un exemple. L'éolien en mer, tous les parcs d'éolien en mer là, qui sont actuellement envisagés, c'est 40 milliards pour 2% d'électricité. Donc ça, je considère que c'est un gâchis épouvantable, d'autant que c'est une nuisance évidemment visuelle, c'est une nuisance pour les gens qui habitent à côté de ces éoliennes dont le prix des domiciles évidemment baisse, plus les difficultés de santé, plus la biodiversité, et j'en passe. On va passer engager le chantier de suppression des éoliennes, c'est sur le temps, au fur et à mesure, eh bien, on supprimera les parcs d'éoliens et ce seront évidemment les constructeurs d'éoliennes qui paieront. On va parler de pouvoir d'achat. Vous proposez une mesure très simple face à la hausse des carburants, la baisse de la TVA de 20 à 5,5. Oui. La TVA, ça concerne tout le monde. Certains autres candidats, eux, prônent plutôt des aides ciblées pour les plus modestes. Qu'est-ce que vous dites à ces candidats? Vous savez, j'ai proposé ça dès le mois de septembre, parce que dès le mois de septembre, j'avais évidemment compris que l'énergie est un bien de première nécessité. Parce que l'énergie, ce n'est pas seulement les carburants, c'est l'électricité, le gaz et évidemment le fioul. Donc comme c'est un bien de première nécessité, eh bien, il doit être taxé au niveau d'un bien de première nécessité, à savoir à 5,5% plutôt qu'à 20%. Cette mesure, qui permet de rendre 12 milliards aux Français, au moment où nous nous parlons, compte tenu de l'envolée des prix des carburants, n'est plus suffisante. J'ai donc ajouté à cette mesure la suppression des augmentations de taxes qui ont été décidées par Emmanuel Macron, car il en a décidé. Il en a décidé quand il était ministre de l'économie et il en a décidé quand il était président. Souvenez-vous, c'est d'ailleurs ça qui a en réalité déclenché la crise des Gilets jaunes. Eh bien, ces deux mesures ensemble permettent de faire baisser le prix des carburants de 34 à 50 centimes par litre, ce qui est évidemment considérable et va représenter une bouffée d'oxygène qu'attendent les Français avec impatience. À propos d'énergie, vous avez prononcé plusieurs fois le mot « profiteur de guerre » et vous pensiez aux grands groupes pétroliers, y compris français, j'imagine. Vous voulez les faire payer comment? Dans quel cadre légal, réglementaire? Comment allez-vous les faire payer? C'est assez simple, on fait une taxe exceptionnelle en réalité. Uniquement pour eux, ce serait légal. Moi, je prends les Français à témoin. Il y a des stations essence dans lesquelles le gazole a augmenté de 70 centimes en l'espace de 3 jours. Normalement, lorsque le pétrole monte, il y a au moins un mois avant que les prix soient répercutés à la pompe. Donc, qu'est-ce que je viens dire? Je viens dire d'abord, je souhaite que le gouvernement lance une enquête par l'intermédiaire de la direction de la concurrence et des fraudes pour voir de quelle manière les pétroliers ont immédiatement répercuté en l'espace de quelques jours des hausses
qui sont, on est obligé de le dire, des hausses liées à la spéculation. Je veux dire, il n'y a pas eu d'augmentation du coût de production du pétrole, il n'y a pas eu une augmentation des difficultés d'approvisionnement, il y a de la spéculation. Eh bien, je pense qu'il faut lutter contre les profiteurs de guerre. Et je vais même plus loin, si vraiment on voulait être efficace contre la Russie, pour pouvoir se passer, par exemple, du pétrole et du gaz russe, eh bien, on pourrait parfaitement demander à l'ensemble des pays producteurs de gaz et de pétrole d'offrir, de faire, en geste de solidarité avec l'Ukraine, un prix qui soit le prix moyen des dernières années, c'est-à-dire 50 $ pour le gaz et éventuellement 70 $ pour l'essence. Alors là, je peux vous dire que pour le coup, la sanction serait extrêmement efficace. Mais ce n'est pas dans le pouvoir du président de la République française. C'est une négociation au sein de l'OPEP et quel que soit le président, sa couleur politique, ce n'est pas en son pouvoir. Mais voilà une bonne proposition qu'Emmanuel Macron pourrait porter. On va parler d'alimentation maintenant. On sait que quand le pouvoir d'achat des Français baisse, c'est sur l'alimentation que les Français rognent, malheureusement. Vous dites aussi, vous, que pour soutenir nos agriculteurs, il faudrait inciter, voire obliger les cantines, par exemple, à acheter français. Oui. On sait que l'alimentation française coûte plus cher de par notre modèle social. Comment vous réglez cette équation? Comment vous aidez? Par des chèques alimentaires? Par un blocage des prix? Alors d'abord, non, ça n'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, je pense que la première des choses à faire pour aider nos agriculteurs, c'est arrêter ce dispositif européen complètement fou, qui a été d'ailleurs soutenu par Emmanuel Macron, qui s'appelle de la ferme à la fourchette et qui entraîne et qui a vocation à faire baisser de 20% la production alimentaire en Europe. Au moment où on va avoir des pénuries alimentaires, on est en train de baisser la production en Europe. Donc ça déjà, il faut arrêter. Il faut mettre les terres que l'Union européenne a réclamé de mettre en jachère, il faut que les agriculteurs puissent les cultiver. Et puis, de manière générale, il faut les protéger de la concurrence déloyale. Parce que nos agriculteurs, ils ont fait énormément d'efforts. On leur a demandé des normes, ils les ont respectées, sauf qu'on les met en concurrence avec des produits importés qui ne respectent pas du tout les mêmes normes que les leurs. Donc il n'y a pas un secteur économique qui peut survivre à cette déloyauté. Donc il faut exiger une chose simple que réclament les agriculteurs depuis longtemps. On n'a pas le droit d'importer en France des productions qui sont interdites en réalité Et pour les consommateurs, comment vous aidez les consommateurs ? Pardon ? Comment vous aidez les consommateurs à mieux se nourrir ? À partir du moment, Madame Coudray, à partir du moment où les agriculteurs vont savoir que dans les cantines, dans la restauration scolaire, il y a une priorité pour les produits français et qu'au fur et à mesure, on montera jusqu'à 100% sur 5 ans les productions françaises. Eh bien, ils auront des débouchés pour leur production. Et par conséquent, comme ils auront des débouchés pour leur production, évidemment que le prix en contrepartie sera raisonnable. Non, mais arrêtez de dire partout... Je ne vous ai pas dit non. Non, mais on dit partout que les produits français ou l'agriculture française est beaucoup plus chère que les autres. Non seulement elle n'est pas plus chère, mais je vais vous dire, elle est sûre, elle est de meilleure qualité. La réalité, c'est que notre santé, c'est aussi important. Moi, quand je donne à manger, quand mes enfants étaient plus petits et que je leur donnais à manger, j'étais bien contente de savoir que c'était des produits français et pas des produits dont je ne savais pas tout à fait comment ils avaient été cultivés, ni avec quels produits ils avaient été cultivés. Donc faisons confiance à nos agriculteurs, donnons-leur aussi des revenus dignes. Et ça, c'est un débat à avoir avec la grande distribution qui parfois a tendance un peu à leur serrer le kiki, il faut être honnête. Marine Le Pen, arrive l'heure des 2 dernières questions, celles que nous posons à tous les candidats ici présents. La première sur la retraite. Jusqu'à une période récente, vous disiez, j'essaie de simplifier, de traduire votre pensée, pour tous les Français, la retraite à taux plein à 60 ans. Vous avez changé de pied il y a quelques semaines. Maintenant, cette retraite à 60 ans n'est possible que pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, 17, 18, 19 ans. Pourquoi avez-vous changé ? Et qu'est-ce que ça va changer pour des millions de Français qui ne partiront plus à la retraite à 60 ans, comme vous l'écriviez encore il y a quelques semaines ? Parce que, si vous voulez, j'ai trouvé un système dont je pense qu'il est extrêmement juste sur le plan social. Ce système, il est le suivant. Plus vous entrez tôt sur le marché du travail, plus vous travaillez dur, bien souvent, et plus vous partez tôt. Ça veut dire que tous ceux qui seront rentrés avant 20 ans partiront à un âge légal de 60 ans avec 40 annuités. Et progressivement, on augmente jusqu'à seulement 62 ans et 42 annuités. Pourquoi je vous dis seulement ? Parce que de tous les candidats qui sont actuellement en capacité d'être au second tour, ils ont tous proposé une retraite entre 64 et 65 ans. Je pense que quand on travaille tôt, on fait souvent un travail manuel, c'est normal qu'on parte plus tôt, et que lorsque on fait des études, on a souvent un travail intellectuel, et on peut
évidemment travailler 42 annuités sans trop de difficultés. Voilà une réforme juste qui permet d'être financée et qui tient compte aussi des 600 milliards d'euros de dette qu'Emmanuel Macron dont il nous fait hériter en quelque sorte à la fin de son mandat. Dernière question, Marine Le Pen. De plus, hein. Vous, présidente, augmenterez-vous ou baisserez-vous les impôts des Français? Ah, mais je vais baisser les impôts des Français. De tous les Français? Moi, je vais rendre entre 150 et 200 euros en moyenne à chaque ménage. Ça, c'est l'ensemble de mes mesures sur le pouvoir d'achat, avec des mesures qui sont des mesures clairement fiscales. Par exemple, je rétablis la demi-part des veufs et veuves, qui avait été supprimée. Je donne une part pleine pour le deuxième enfant, ce qui va aider beaucoup, évidemment, de familles moyennes. Et puis surtout, il y a toutes les mesures pour les jeunes, puisque vous le savez, j'exonère tous les moins de 30 ans de l'impôt sur le revenu. Quel que soit leur revenu. Quel que soit leur revenu, je veux que nos jeunes restent, qu'ils nous fassent bénéficier de leur énergie, de leur talent, de leur travail. Et pour cela, eh bien, il faut les aider à entrer dans la vie et à pouvoir évidemment investir pour leur avenir. C'est essentiel, je crois. Pardonnez-moi, vous, présidente, Kylian Mbappé, 22 ans, ne paie pas d'impôts et un jeune tourneur de chez PSA paie des impôts. Il paiera l'impôt, non, parce que s'il est jeune, il paiera pas. Un jeune de 31 ans. Il paiera l'impôt sur la fortune financière qui remplacera l'impôt sur la fortune immobilière et qui permettra évidemment de taxer les grosses fortunes. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Je vous laisse rejoindre